Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier dimanche 28 août dans la soirée après avoir pris part à Nairobi au Kenya à la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la première du genre en Afrique. Nous en parlerons en tout début de journal. La date de la rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 12 septembre prochain et le coordinateur et inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale appelle les acteurs du système éducatif à respecter cette date pour respecter également la norme des horaires de cours recommandés par l'UNESCO. Et puis nous irons au Gabon où, en attendant les résultats de l'élection présidentielle du samedi dernier, les deux principaux adversaires revendiquent la victoire. Les observateurs africains, eux, rassurent quant à la crédibilité du scrutin. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. La TICAD 6, c'est fini. La 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique a refermé ses portes hier, dimanche donc, à Nairobi. 2 jours de discussion et de contribution dans la capitale kenyane, auquel on prépare plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara. À l'issue des travaux, la déclaration de Nairobi a été adoptée à l'unanimité et le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan, accueilli à son arrivée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Le président Alassane Ouattara a fait le bilan de son séjour à l'extérieur, notamment celui de sa participation à la TICAD 6. Je vous propose de l'écouter. Je rentre de Nairobi, où j'ai pris part à la 6e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, la TICAD. Cette conférence se tenait pour la première fois en Afrique. C'est la 6e. Les 5 premières conférences ont eu lieu au Japon. La dernière conférence, celle de 2013, s'est tenue donc à Yokohama, au Japon. Et le thème, cette fois-ci, était donc faire progresser l'agenda du développement durable de l'Afrique, TICAD, partenariat pour la prospérité. Alors, j'étais accompagné de la Première Dame et d'une forte délégation avec le ministre directeur de cabinet, le ministre des Affaires étrangères, la ministre du Plan et du Développement, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que plusieurs membres du cabinet présidentiel et des ministères concernés. Nous avons été bien accueillis par mon ami, mon frère, le président Uhuru Kenyatta, le fils du premier président du Kenya, qui était un grand ami du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a réservé un accueil particulier en se rendant à l'hôtel pour nous saluer dès notre arrivée le vendredi matin. Et notre délégation a eu droit à toutes les attentions et à tous les égards, et je voudrais dire au nom de la Première Dame et de la délégation à quel point nous avons été touchés par ces marques d'amitié et de considération. La rencontre a été avec le président Kenyatta, l'occasion d'évoquer ensemble les questions bilatérales, notamment en matière de coopération, de développement. Et nous sommes convenus que les deux pays étant des pays phares dans chacune des sous-régions, que nous devrions échanger encore plus nos expériences. Comme vous le savez, le Kenya est un pays à forte croissance, un grand pays, plus de 40 millions d'habitants, et qui a connu une bonne stabilité politique, malgré les quelques difficultés liées à des élections il y a une dizaine d'années. Et maintenant, le pays est sur la bonne voie. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire fait son chemin dans la même direction. Et nous sommes convenus que c'était des exemples à partager, et que nous devrions nous-mêmes nous voir plus souvent et faire connaître nos expériences en la matière. Et nous continuerons de mener des réflexions en matière d'intégration régionale, en matière d'immigration, parce que comme la Côte d'Ivoire, le Kenya a une forte population donc, africaine sur son territoire. Alors, pour en revenir à la TICAD, nous avons examiné plusieurs questions essentielles pour notre continent. Le premier thème a été la transformation structurelle de nos pays par la diversification de nos économies et l'industrialisation. La ministre Kabanyale nous a représentés sur ce panel. Le deuxième point concerne la promotion
des systèmes de santé plus efficients. Et là, Madame la ministre Raymonde Goudou nous a représentés. Et le troisième thème, la promotion de la stabilité sociale pour une prospérité partagée. Et nous avons été représentés là par le ministre des Affaires étrangères, le ministre Mabry Touakeuse. Alors, il a été question du renforcement du rôle du secteur privé dans nos économies. Et là, nous avons eu de nombreux chefs d'entreprise japonaises qui sont donc intervenus et qui nous ont fait partager leurs possibilités et également leur disponibilité à venir investir en Afrique et bien sûr plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors tous les chefs d'État ont salué la TICAD qui depuis 1993 est un bel exemple de coopération entre le Japon et l'Afrique. Et nous nous sommes félicités de la prise en compte par la TICAD de plusieurs de nos priorités, notamment les questions d'énergie, les questions d'eau potable, de santé, d'environnement, d'agriculture, les infrastructures, l'industrialisation. Et nous avons, nous, particulièrement insisté sur les questions d'énergie, d'infrastructure et également d'intégration, bien sûr de santé. Et nous avons donc tous dit qu'il fallait mettre un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme qui n'épargne aucune région du monde. Alors, pour mon intervention en séance plénière, j'ai exprimé surtout notre gratitude au Japon, au Premier ministre Shinzo Abe, pour l'intérêt qu'il porte à l'Afrique et pour sa contribution à la transformation de nos économies, car vous savez que c'est la deuxième fois qu'il visite l'Afrique, puisque en janvier 2014, il avait fait une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, une visite officielle. Et à cette occasion, il avait rencontré les chefs d'État de la CEDEAO ici même à Abidjan. Et donc cette fois-ci, il est au Kenya, donc la deuxième fois en 2 ans. Ceci est une marque d'attention et d'intérêt pour le continent africain et nous en sommes reconnaissants. Alors j'ai insisté dans ma présentation sur la nécessité, bien sûr, de prévoir le financement de nos économies, mais également de nous apporter un appui technique et un appui en formation, car le Japon est bien connu pour la qualité de sa formation et des outils de technologie. En marge de la conférence, j'ai pris part à un dîner de travail offert par le gouvernement du Japon sur la coopération avec la CEDEAO. Nous étions 10 chefs d'État et nous avons, pendant plus d'1 heure et demie, échangé avec le Premier ministre Shinzo Abe sur nos attentes et sur la manière dont nous voulons organiser le suivi donc des projets en cours. Et je crois que le Premier ministre a considéré que ceci lui permettra de mieux suivre la mise en œuvre des différents programmes. Et à cette occasion, nous avons tous insisté sur la nécessité pour le Japon de nous aider à aller plus loin dans le financement de l'autoroute Lagos-Abidjan, qui doit passer par Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan et même continuer jusqu'à Dakar. C'est un projet qui nous tient à cœur et nous en avions parlé d'ailleurs avec le Premier ministre Shinzo Abe en janvier 2014 quand il a rencontré les chefs d'État de la CEDEAO. J'ai également eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de mes pairs et nous avons donc évoqué des questions bilatérales. Alors, au nombre des chefs d'entreprise japonaises présents aux côtés du Premier ministre japonais, nous avons indiqué d'abord les bonnes politiques économiques qui sont menées en Côte d'Ivoire, les bonnes performances pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays sûr, un pays à bonne économie et à bonne opportunité et encourager les entreprises japonaises à venir encore plus nombreuses pour investir ici, non seulement donc en matière d'infrastructures, d'eau potable ou de nouvelles technologies, mais également, donc je dirais, en matière de formation de nos cadres. Et les entreprises se sont montrées très intéressées par ces propositions, y compris dans le secteur de la santé, la question de la transformation des produits agricoles et de l'eau potable, ainsi que de la sécurité.
D'ailleurs, une importante mission de chef d'entreprise japonaise est attendue à Abidjan très prochainement. En marge de la TICAD, j'ai eu des rencontres fructueuses avec plusieurs personnalités, dont le président de la Banque mondiale, le président Jim Kim, l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le président de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, et le président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, la JETRO. Et d'ailleurs, avec la JETRO et le CPC, nous avons procédé à la signature d'un MOU pour faciliter l'appui de JETRO au CPC. Ceci permettra de renforcer davantage les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Japon, et aussi de faire en sorte que nous ayons des investissements privés ivoiriens et japonais en Côte d'Ivoire comme au Japon. Alors les premiers responsables de toutes ces institutions importantes ont félicité les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire et exprimé leur grande confiance en notre pays. Je crois que c'est important parce que, évidemment, nos relations traditionnelles sont avec l'Europe et aussi avec l'Amérique. C'est bon de voir maintenant que des grands pays d'Asie comme le Japon ont confiance en la Côte d'Ivoire. Les uns et les autres se sont engagés à accroître de façon significative leur intervention dans notre pays et donc plusieurs d'ailleurs entreprises ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire la plateforme, le hub de leur intervention, de leurs opérations dans notre sous-région, ce qui montre à nouveau la place et le rôle de notre pays sur le continent africain. Alors, au cours de mon séjour, j'ai rencontré aussi le bureau de l'association des Ivoiriens résidant au Kenya. Ils ne sont pas nombreux, une centaine, mais c'était une rencontre très conviviale et chaleureuse. Et j'ai vu dans nos entretiens qu'ils suivent de très près l'actualité dans notre pays, puisque la question a surtout porté sur la réforme constitutionnelle. J'en étais bien sûr très heureux. Alors, je leur ai annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade de notre pays au Kenya et nous allons, j'espère, dans les prochains mois, pouvoir nommer un ambassadeur au Kenya comme l'a souhaité le président Uhuru Kenyatta. À l'occasion de l'ouverture de cette ambassade, un échange plus élargi pourra avoir lieu entre le ministre de l'Intégration africaine et les Ivoiriens, car ils ont souhaité avoir un échange plus approfondi. Enfin, à l'occasion de la TICAD, nous avons procédé en compagnie de plusieurs chefs d'État et l'administrateur du PNUD, Mme Hélène Clark, au lancement du rapport régional Afrique du PNUD sur le développement humain. C'était avant la séance de clôture et nous avons donc vu comment le genre fait des progrès importants sur le continent africain, mais pour noter que ces progrès sont insuffisants et qu'il fallait aller plus vite si nous voulons que l'Afrique se développe plus rapidement et que le développement humain pour les femmes soit véritablement une réalité. Alors pour conclure, je peux dire que la 6e conférence de la TICAD a été un grand succès. Je le dis tout à l'heure à M. l'ambassadeur du Japon, nous en sommes très heureux, et le Premier ministre Shinzo Abe aussi. Je crois que non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le continent africain et pour le Japon. Et nous avons d'ailleurs, pour bien marquer cela, adopté une déclaration solennelle, la déclaration de Nairobi, et un plan de mise en œuvre, donc des recommandations. Nous avons tous salué l'engagement pris par le gouvernement japonais d'investir 30 milliards de dollars sur les 3 prochaines années en investissement privé et public au niveau du continent africain. Avant cette conférence, j'ai pris quelques jours de congé en France avant de me rendre au Kenya. Et ces vacances sont à présent terminées, je peux le dire. Et nous allons donc, bien sûr, reprendre le travail dès demain. Et nous tiendrons un conseil des ministres, Monsieur le Premier ministre, dès le mercredi 31 août.
Dès son arrivée à Abidjan, le chef de l'État a également rencontré les 2 médaillés ivoiriens des Jeux Olympiques de Rio. Cheikh Cissé Salah Junior et Ruth Gbabi sont venus lui présenter leurs médailles. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Après une absence de 3 semaines, mise à profit pour nouer des contacts fructueux pour le développement de son pays, la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré dans la soirée de ce dimanche. Son avion a atterri aux environs de 21h30. C'est une joie visible que le président de la République avait de retrouver son pays et de partager avec tous ses concitoyens cet autre bonheur qui touche la Côte d'Ivoire à travers le sacre international de 2 de ses enfants aux récents Jeux olympiques de Rio. Cissé Cheikh Salah Junior, médaillé d'or, et Gbabi Ruth, médaillé de bronze, étaient à l'aéroport pour présenter au capitaine des éléphants la glorieuse moisson de la campagne de Rio. Le président de la République, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont tous deux félicité chaleureusement ces jeunes héros. Ma joie est grande de recevoir nos jeunes compatriotes qui nous ont fait donc la grande fierté de nous apporter 2 médailles, une médaille en or et une médaille en bronze au niveau du taekwondo. Bravo, bravo, bravo. C'est une grande première. La Côte d'Ivoire avait eu la médaille d'argent en 1984 par notre jeune frère Tiako. Et là, je suis heureux de saluer Cheikh Cissé et Ruth Gbabi pour donc cette performance. Bravo à vous. Nous sommes très, 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 très fiers de vous. Entendre l'hymne national donc, de notre pays vibrer dans le ciel de Rio était vraiment un moment de très grande émotion. Et grâce à vous, nous l'avons vécu. Merci à tous les deux. Merci. Le Premier ministre vous a accueilli à mon absence et nous aurons l'occasion de vous traduire à nouveau la joie et la fierté de toute la nation dans les prochains jours. Et je suis heureux de constater que vous êtes à Abidjan et que nous devons prendre le temps de bien organiser tout cela. Et je peux vous assurer que nous avons été félicités par de nombreux chefs d'État à Nairobi. C'était un moment quand même de grande émotion. Et donc merci à tous les deux. Bon, bravo encore à Cheikh et à Ruth. Voilà, bravo à vous. Bravo. Bravo. Le chef de l'État exprime donc sa joie. Il félicitait là nos héros de retour de Rio. La date de la rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 12 septembre prochain et le coordinateur et inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale appelle les acteurs du système éducatif à respecter cette date. Selon Ibrahim Kourouma, cette disposition permet d'être en phase avec la norme de volume horaire de cours qui est de 990 heures par année scolaire, recommandée par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette question à présent, les prix des denrées alimentaires sur nos routes lors de voyages sont-ils toujours moins élevés que ceux pratiqués sur nos marchés? Nos équipes ont enquêté pour vous. Elles ont cherché à savoir si les commerçants se jouent des consommateurs en profitant tout simplement de leur naïveté. Le reportage est signé perpétuellement Sephora Zegui et Adama Kone. Nous sommes à Nzianois, à 130 km au nord-est d'Abidjan. Cet espace est fréquemment animé par ces vendeuses de produits vivriers. À la criée, elles vantent les qualités de leurs marchandises aux passagers. Généralement, les acheteurs de ces produits vivriers veulent leur ramener un souvenir de voyage. Mais en plus, ils espèrent faire une bonne affaire, surtout en zone rurale. C'est un race campagne, les femmes viennent au village. C'est pourquoi on vient payer ici pour partir à Abidjan. Elle m'a donné le tas de 5 à 2000 francs. Abidjan, c'est un peu plus cher. Donc moi sincèrement, je préfère les acheter ici. La qualité est bonne, très bon. Je suis en train de manger même, je mangeais deux même. La qualité est très bonne, c'est propre. Le prix, on sait que c'est pratiquement pareil, mais même souvent, on peut trouver plus cher, mais le prix ne compte pas. C'est pour amener quelque chose pour que les gens soient contents là-bas.
Direction Abidjan. Marché d'Abobo, même spectacle. Les produits vivriers sont déchargés, les commerçantes discutent les prix. On peut laisser à 3 000 €. C'est pas bon. Non, ça ne marche pas. Le travail de bus est très difficile. Constat, les prix ne varient pas des marchés de la campagne à la ville. Ils sont pratiquement les mêmes selon cette commerçante grossiste du marché d'Abobo. Quand on voyage, quand on descend pour acheter, là-bas, on trouve que c'est un peu moins cher. Mais quand on arrive à Abidjan, on trouve que les prix sur Abidjan et à l'intérieur, les prix d'Abidjan sont encore moins chers qu'à l'intérieur. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'achat de voyage n'est pas toujours bénéfique. Révélation, des commerçantes grossistes de route viennent se ravitailler à Abidjan pour certains produits comme la tomate et l'oignon. Les femmes qui vendent sur les routes viennent prendre avec nous pour aller revendre. Mais avec nous sommes les grossistes. Avec nous, elles s'en sortent un peu plus. Ils font beaucoup de transport pour arriver. Donc pour elles, ça peut être plus cher que pour nous. En réalité, les commerçantes jouent sur la psychologie du voyageur qui pense que les marchandises du marché de route sont toujours moins chères que celles de la ville. Un marketing qui tient encore la route. Le conseil d'administration du vivrier et du cajou de Tomoro dans la sous-préfecture de Mankono a organisé récemment une distribution de produits phytosanitaires aux producteurs de la localité. Le conseil d'administration était accompagné par la coopérative des producteurs. En le faisant, ils veulent améliorer la qualité des produits agricoles pour le bonheur de tous. Astou Touré, Honorine, Agnégori. Ce sont 82 500 000 produits phytosanitaires qui ont été distribués aux producteurs de Tomoro, localité située dans la sous-préfecture de Mankono, région du Berry. C'est le don de la coopérative avec conseil d'administration du vivrier et du cajou Coop Kavika. Il s'agit pour les responsables de cette coopérative de permettre l'amélioration de la qualité des produits agricoles, mais aussi l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs membres de la coopérative. Le président du conseil d'administration a exhorté l'ensemble des producteurs de la région à plus d'efforts et de dynamisme en vue de multiplier les productions dans les années à venir. Il a rassuré les populations de la réhabilitation et de l'équipement en table-banc dans les prochains jours à l'école primaire Zanakar ainsi que de plusieurs autres écoles et la construction d'un entrepôt de grande capacité. Au cours de cette cérémonie, le prix d'excellence décerné à la coopérative par le président de la République Alassane Ouattara le 6 août dernier a été présenté aux membres de la Coop Kavika. Nous nous réjouissons que la région du Berry se voit honorée par cette distinction. Je lance par conséquent un appel solennel aux autres coopératives de la région afin de fédérer nos forces pour le salut de la région. La mission de la Coop Kavika est d'encadrer ses membres sur les nouvelles techniques agricoles, culturelles et modernes d'exploitation et les approvisionner en intrants agricoles et fertilisants. Pour aider les membres de cette coopérative à scolariser leurs enfants, les responsables de cette structure ont remis la somme de 50 millions de francs CFA. Journée de paix et d'union dans le Bafing, une célébration organisée par Fasoko, l'association des ressortissants de Ngolodougou, une localité située à une quinzaine de kilomètres de Touba. C'est une journée au cours de laquelle les filles et fils de Ngolodougou ont été exhortés à la paix et à la solidarité afin d'assurer le développement de leur village. Sita Soro pour en savoir plus. Prôner la paix et l'union entre fils et filles de Ngolodougou, village situé dans le département de Touba, c'est le message qu'a voulu passer l'association des ressortissants de la dite localité dénommée Fasoko. Après la bénédiction de l'imam Siriki Dosso, imam de la mosquée du village, Bamba Samanké a pris la parole au nom de la jeunesse de Ngolodougou. Il a félicité ses parents pour les efforts consentis et a encouragé la jeunesse à sceller l'union, la paix et surtout l'entente, gage de tout développement. Allant dans le même ordre, la marraine de la cérémonie, Mawa Touré, a exhorté les femmes à la fraternité. Elle a aussi demandé aux religieux des bénédictions pour la paix à Ngolodougou et en Côte d'Ivoire. 2 millions de francs CFA, c'est ce qu'elle a remis à l'association Fasoko et a souhaité que les jeunes se mettent au travail. Danse et chant ont meublé cette cérémonie.
Seki Blanc-Blaise, lui aussi, parle de solidarité. Le député de Mans sous-préfecture a entrepris une tournée dans le département. Une tournée pour appeler les populations à la cohésion, à la solidarité et à l'entente. Après avoir sillonné les localités de Biakale et Podiagouiné, il s'est rendu à Gotongouiné où il a procédé, entre autres, à la récompense des meilleurs élèves avant d'inviter les populations à soutenir les actions de développement du chef de l'État. Abou Sanogo, depuis Mans. Le député de Mans sous-préfecture s'enguinait en campagne dans le département pour un vote massif au référendum constitutionnel à venir. Après Biakale et Boguiné, Seki Blanc-Blaise était à Gontoguiné 1, un village de la sous-préfecture de Sanguiné. Saisissant l'occasion d'une cérémonie de remise de prix d'excellence aux meilleurs élèves de la sous-préfecture, Seki Blanc-Blaise a invité la population à soutenir le président de la République Alassane Ouattara dans sa mission de paix et de développement de la Côte d'Ivoire en l'encourageant dans toutes ses initiatives, notamment à travers un vote massif pour le oui lors du référendum. Par ailleurs, ce sont plusieurs centaines d'élèves issus de différentes écoles, à raison de 5 meilleurs par classe, qui ont été récompensés. Avec eux, leurs encadreurs et leurs parents, avec des prix constitués de kits scolaires pour les élèves, de pains pour les instituteurs et les épouses des instituteurs, ainsi que de bouboudans pour les chefs des villages et chefs de terre. Ces prix ont été présentés comme un geste d'encouragement du président de la République aux lauréats en vue de promouvoir l'excellence en milieu rural. Le directeur régional de l'éducation nationale de Mans et la population ont exprimé leur soutien et leur gratitude au chef de l'État. La fête a pris fin par une rencontre de football qui a permis au député Seki Blanc-Blaise de démontrer ses qualités de grand footballeur, couronné par un excellent but. Dans la page religion de ce journal, on s'intéresse au camp jeune de l'église évangélique du Réveil de la Côte d'Ivoire, un camp qui a instruit les jeunes sur la spiritualité et l'entrepreneuriat. Il s'est ouvert la semaine dernière à Soubré avec pour thème « Jeunesse évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire, le soleil se lève pour toi ». Doigt des lasers. Les jeunes de l'église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire instruits sur la spiritualité et l'entrepreneuriat à Soubré dans la région de la Nawa. Le thème de la formation, Jeunesse évangélique du Réveil, un soleil se lève pour toi. Le président national des jeunes de l'église évangélique du Réveil, Serge Ba, a invité sa jeunesse à se mettre au travail en créant des projets générateurs de revenus en vue de se prendre en charge financièrement. Gervais Yao Zamblé, président national de l'église évangélique du Réveil, a exhorté sa communauté chrétienne à être des acteurs de développement de la Côte d'Ivoire. Durant 7 jours d'activité spirituelle, les participants ont prié pour la paix et surtout pour la cohésion sociale au sein de leur église. Direction Ouélé Koumanou, située dans la sous-préfecture de Ouélé. Cette localité était en fête il y a quelques jours. Il s'agissait d'une semaine culturelle organisée par la jeunesse catholique. Herman Guivet. Les fils et filles de Ouélé Koumanou ou Italie ont effectué nombreux le déplacement lors de cette semaine culturelle. L'animation était assurée par la première fanfare du village, la fanfare royale, offerte par un cadre du village, Marcel Kofi. La jeunesse catholique de Ouélé Koumanou a aussi célébré le départ du prêtre du village, l'abbé Léonard Tano, affecté à Daoukro. Lors de cette célébration, 7 fidèles ont été baptisés et d'autres ont reçu leur première communion à la grande joie des habitants de Ouélé Koumanou. Au menu de cette semaine culturelle, pilotée par l'abbé Valérie Kouakou, fils du village, il y avait du sport, du football, la finale des jeunes dont la coupe porte le nom de Kouasserge, celle des hommes Ndri Bandama et celle des femmes, très attendue, était parrainée par notre confrère Alvorassa et cette finale a été remportée par les résidentes qui étaient opposées à celle de la diaspora originaire du village Ouélé Koumanou. En marge de cette semaine culturelle, les populations de Ouélé Koumanou œuvrent pour la création d'une coopérative, la construction d'un centre de santé, d'un marché et d'un collège moderne. Tout cela pour le développement de Ouélé Koumanou. Pour terminer, rendons-nous au Gabon où l'élection présidentielle 2016 s'est tenue le samedi dernier. En attendant les résultats officiels provisoires qui seront proclamés demain mardi, les deux principaux adversaires
Ali Bongo et Jean Ping revendiquent la victoire. Les observateurs africains se prononcent sur la crédibilité et l'organisation technique de cette élection. Les acteurs de la société civile, eux, demandent aux Gabonais de respecter toutes les procédures en la matière et de surtout se garder de tout acte de violence. Thomas Guessombi, notre envoyé spécial à Libreville. Après l'euphorie de la campagne, après le jour J, jour du scrutin, l'heure est désormais à l'attente des résultats des urnes au Gabon. Dans cette attente relativement éprouvante, à la fois pour les candidats et les électeurs, les observateurs africains rassurent l'opinion sur la crédibilité du scrutin et sa bonne organisation. D'abord, nous félicitons la classe politique gabonaise d'avoir accepté que l'élection ait lieu à la date indiquée. Nous considérons qu'il y a eu une bonne organisation technique et matérielle du scrutin. Que le dépouillement s'est passé d'une manière très publique, devant, même dans certains bureaux de vote, quelques observateurs étrangers. C'est notre sentiment sur l'ensemble du territoire gabonais. C'est une élection juste, transparente, démocratique. C'est une victoire pour la démocratie gabonaise que ce rendez-vous ait eu lieu et que nous attendons les résultats. Falilou Diallo n'est pas seul dans cette communication. Des acteurs de la société civile lui emboîtent aussi le pas. L'affermissement de l'état de droit. Alors, il faut respecter les institutions. Il y a encore une étape, celle de la Sénat, qui a garanti que dans les 72 heures, donc au plus tard mardi, nous aurons les résultats. Il y a également la Cour constitutionnelle qui est là et qui va accepter de pouvoir, j'ai envie de dire, répondre aux prérogatives qui sont les siennes à travers la gestion du contentieux électoral. On appelle la population gabonaise à plus de calme. Le vaincu devrait pouvoir féliciter le vainqueur. Les regards restent désormais tournés vers la Commission électorale nationale autonome et permanente CENAP qui se donne jusqu'au mardi 30 août pour les résultats provisoires. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre fidélité à notre antenne.